I mean, I see President Obama now, and his hair's getting a little gray, and he's got those tough moments. Seriously, as president, how do you handle those tough moments when either decision seems like... Well, you have to believe in what you're doing. Yeah. First and foremost. I relied upon my faith. My family helped a lot, and had a good team around me, and did the best I could do. I'm also very comfortable with the fact that it's going to take a while for history to judge whether the decisions I made are consequential or not. Right. And therefore, I'm not too worried about it. In other words, I read some biographies of law. Toujours le mot pour rigoler, George Bush. Hein. Ah, sacré W. Vraiment, tu mérites vraiment d'être invité sur les plateaux télé. Hein. Avec le résultat de ta politique aux États-Unis, vraiment. Et encore dans ce numéro, on va encore voir les conséquences de ta politique. Vraiment. T'as quelque chose à rajouter? Tout. Ah ouais, on s'éclate. On s'éclate littéralement avec ce type. Bon, on va passer au sommaire de ce numéro. On va parler d'info internationale. On va parler des pourparlers entre l'Iran et les pays en ce qui concerne le nucléaire iranien. On va parler aussi des différents attentats qui ont eu lieu au Liban, en Syrie, en Irak. On va parler d'économie en parlant de la France qui est dans le rouge. Et on finira par la santé et environnement en parlant de Monsanto et aussi des chemtrails. Ça fait un petit peu, c'est un petit peu complotiste sur les bords, n'est-ce pas, Pujadas? Mais on va quand même en parler. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales. On va donc parler de l'Iran et des négociations sur le nucléaire iranien qui a eu lieu à Genève avec 6 autres pays. Les 6 autres pays, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Alors il n'y a pas eu d'accord à Genève. D'ailleurs, l'ayatollah Khamenei a pointé du doigt la France comme étant un des principaux responsables. Alors selon le guide suprême, la France a montré ainsi qu'elle était prête à céder à la pression non seulement des États-Unis mais aussi d'Israël. Quant à l'État hébreu, il est, je cite Khamenei, voué à la disparition. L'ayatollah Khamenei qui refuse tout recul sur les droits nucléaires de Téhéran et sur les lignes rouges. Alors évidemment, côté français, ça a fait réagir, étant donné qu'on est les grands amis d'Israël. François Hollande qui a passé plusieurs jours en Israël, à Jérusalem. On a dansé, on a chanté, on a fait la fête avec Benjamin Netanyahou. Donc la France a réagi très fort. Les propos de Khamenei sont inacceptables et compliquent les négociations. C'est ce qu'a déclaré Madame Walod Belkacem, ajoutant que la proposition de Paris dans cette négociation était ferme mais pas fermée. Alors que l'Iran et les pays occidentaux négocient sur le sujet du nucléaire iranien, on apprend que l'Arabie Saoudite a demandé au Pakistan de lui fournir des armes nucléaires. Alors selon un rapport, les Pakistanais pourraient livrer ces armes à n'importe quel moment. Alors forcément, il y a des causes à cela, puisqu'on apprend que l'Israël, avec le Mossad et l'Arabie Saoudite, préparerait des attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Voilà. Donc selon une source diplomatique, je cite, « Une fois que l'accord de Genève signé, l'option militaire sera de retour sur la table. Les Saoudiens sont furieux et sont prêts à donner à Israël toute l'aide dont il a besoin. » Alors pour le public, ça sera plus facile de comprendre si on leur explique que c'est un problème entre chiites iraniens et sunnites de l'Arabie Saoudite. Ça passera comme dans du beurre, d'accord? Alors côté iranien, on affûte ses armes aussi. On a préparé un drone avec un missile. Un drone qui est capable de voler sur 2000 km. Donc le drone qui s'appelle Fotros a un rayon d'action de 2000 km et peut voler à une altitude de 25 000 pieds avec une durée de vol de 16 à 30 heures. Voilà ce qu'a affirmé le ministre de la Défense Mohammad Deghan. Donc cette portée lui permet notamment d'atteindre Israël qui est situé à peu près à 1 millier de kilomètres à vol d'oiseau. Je continue, il peut mener des opérations de reconnaissance ou emporter des missiles air-sol pour des opérations militaires. Alors je ne sais pas si c'est une conséquence des pourparlers entre l'Iran et les 6 ou alors conséquence de l'ambiance qui montre entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et Israël. En tout cas, une bombe a explosé devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth. L'ambassadeur qui a échappé de peu à cet attentat. L'attentat qui a fait 25 morts, selon le dernier bilan du ministère libanais de la Santé. 25 morts, dont le conseiller culturel de l'ambassade et 4 gardes de sécurité. Cet attentat qui a été revendiqué par un groupe lié à Al-Qaïda, le groupe qui s'appelle les Brigades d'Abdallah Azzam.
On parle de l'Afghanistan et du retrait des troupes américaines de ce pays en 2014, fin 2014 normalement. Enfin, je vous disais la semaine dernière que je ne sais pas si cette information est vraie, étant donné qu'il y a une opération qui est en cours après 2014 de la part des Américains. Donc ça, on verra bien. En tout cas, on annonce que Washington et Kaboul trouvent un accord de sécurité pour l'après 2014. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé s'être entendu avec le président afghan Hamid Karzai sur les termes d'un accord bilatéral de sécurité entre Washington et Kaboul sur la présence de soldats américains après le retrait de l'OTAN fin 2014. S'il est approuvé, le traité bilatéral de sécurité permettra aux forces afghanes de compter sur un soutien américain après le départ de 75 000 soldats de l'OTAN fin 2014, afin d'éviter que ce retrait ne soit suivi d'une flambée de violence en Afghanistan, confronté à l'insurrection des talibans. Kaboul a publié de son côté un projet d'accord selon lequel les soldats américains qui resteront en Afghanistan après 2014 bénéficieraient de l'immunité de juridiction, principal point d'achoppement entre les deux pays. On apprend maintenant que l'OTAN va faire venir une partie de ces soldats américains qui étaient en Afghanistan en Europe, puisque l'OTAN organise un immense wargame à partir de 2015 qui implique 40 000 soldats. Après le retrait d'Afghanistan en 2014, l'OTAN prépare d'énormes jeux de guerre européens impliquant 40 000 soldats, soit 7 fois la taille des exercices qui ont lieu récemment dans la mer Baltique. Donc ça sera quand même intéressant de savoir combien ça va coûter à l'Union européenne cette histoire-là, puisque forcément on va devoir payer les frais. Les exercices qui commenceront en 2015 impliqueront 40 000 troupes déployées en Espagne et au Portugal. Alors le lieutenant général Frederick Hodges a déclaré « Ce genre d'exercice, ce genre de complexité sera la norme. Ces exercices ne sont que les premiers d'une série. » Alors la principale raison donnée par l'OTAN est que les troupes doivent rester fortes et travailler leur interopérabilité, en particulier après l'Afghanistan, dans des périodes d'inactivité militaire. Après l'attentat au Liban, on va continuer de dresser une liste des différents attentats qui ont eu lieu cette semaine au Moyen-Orient. Alors on va commencer avec la Libye, puisque la Libye, 31 morts et 285 blessés dans des affrontements à Tripoli. Des hommes armés de différentes milices de la capitale ont pris d'assaut et incendié le 15 novembre dernier le quartier général de la milice Garbour dans le sud de Tripoli, qui avait tiré un peu plus tôt sur des manifestants réclamant son départ. Bilan donc 31 morts, 285 blessés. Donc ça c'est la démocratie made in USA. On continue l'Irak maintenant, 47 morts, 132 blessés dans 5 explosions à Bagdad. La capitale irakienne a été frappée par une série d'attaques, principalement par des voitures piégées dans des zones à prédominance chiite et des zones commerciales. Donc 24 morts, 87 fonctionnaires blessés selon les sources irakiennes. En Syrie, on a aussi, en Syrie c'est aussi le cas, attentat suicide, 7 morts. Plusieurs attentats suicides à la voiture piégée ont frappé la Syrie le 20 novembre, dans la région stratégique de Kalamoun, au nord de Damas, théâtre de combats féroces entre l'armée syrienne et les djihadistes. C'est ce qu'ont affirmé les ONG et l'agence officielle Sana. Selon l'Observation syrienne des droits de l'homme, pas très crédible comme source, mais on va quand même la citer, 7 soldats syriens ont péri dans un double attentat à la voiture piégée perpétré par des kamikazes devant un barrage et un siège de renseignement militaire à l'entrée de Nabek, à 80 km de la capitale. Ces attaques menées par des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant et du front al-Nosra se sont produites au lendemain de l'éviction des djihadistes par l'armée de la localité de Kara, également dans la région de Kalamoun, près de la frontière libanaise. Le front al-Nosra, on le rappelle, c'est quand même ceux qui font partie des soldats rebelles en Syrie quand même, et qui sont armés par l'OTAN. On parle maintenant de l'Espagne, où le gouvernement espagnol a proposé un projet de loi pour contrôler les manifestations en Espagne. Ça, c'est du joli. Il s'agit d'un projet de loi du gouvernement espagnol qui restreint entre autres le droit à manifester. Le projet de loi est dénommé « Loi citoyenne de sécurité ». Il prévoit des amendes allant de 1 000 à 30 000 euros pour des infractions graves comme menacer ou insulter un policier ou disposer des éléments qui empêchent la libre circulation des véhicules et des personnes. Le projet de loi prévoit aussi des amendes allant jusqu'à 600 000 euros pour les infractions très graves comme filmer, vous notez bien, filmer, attention, ou diffuser des images de policiers qui puissent menacer leur sécurité ou manifester sans préavis devant des institutions de l'État comme le Congrès, le Sénat ou les hauts tribunaux. L'actuel ministre de l'Intérieur à l'origine du projet de loi, Jorge Fernández Díaz, est fortement critiqué par les associations et les syndicats du pays à cause de sa fermeté.
Alors dans le même genre, regardez un petit peu le clip de propagande Made in Union Européenne. Alors on voit comment l'Union Européenne a dépensé une partie des 2,5 millions d'euros qu'il a alloués contre les eurosceptiques. Je vous laisse regarder, je vous mets le lien bien évidemment. On parle maintenant d'un hacker de Anonymous, Jeremy Hammond, qui a été condamné à 10 ans de prison. Jeremy Hammond, qui fait partie des Anonymous, a été condamné à 10 ans de prison. Alors en mai dernier, il avait plaidé coupable du piratage de la société de renseignement Stratfor. Hammond, connu en ligne sous le pseudo Anarchaos, faisait partie d'une équipe qui avait divulgué des informations de 60 000 clients et fourni à Wikileaks des milliers d'emails sensibles, notamment un acte d'accusation préparé contre Julian Assange. Dans une interview au Guardian, Hammond estime que sa condamnation est un acte de vengeance car il s'en est pris à un acteur du renseignement américain. Selon lui, sa peine de prison vise à dissuader d'autres hackers de marcher sur ses pas. Alors puisqu'on parle Big Brother, on va parler un petit peu de la nouvelle console de jeu de Xbox qui s'appelle la Xbox One, si je me trompe pas. Et on va parler des conditions d'utilisation de cette Xbox, puisqu'il est marqué noir sur blanc, c'est des conditions que vous devez remplir et que vous devez signer. Je cite. Vous ne devriez pas vous attendre à aucun niveau de protection des renseignements personnels concernant l'utilisation des fonctions de communication en direct. Par exemple, les causeries sur voix, vidéo et communication dans les séances de gameplay, offertes par le biais du Xbox Live. Nous pouvons surveiller ces communications dans la mesure permise par la loi. Cependant, nous ne pouvons pas surveiller l'ensemble des services et n'essayons pas de le faire. Vous comprendrez que d'autres peuvent enregistrer et utiliser ces communications. Communications en session de gameplay live hébergées peuvent être également diffusées à d'autres. Certains jeux peuvent utiliser des hôtes et des directeurs de jeux. On attaque la partie économie. Alors on va parler de la France qui est dans le rouge. Et on va commencer avec un plan de licenciement ou des plans de licenciement dans le groupe Pinot. Les plans de licenciement qui sont en préparation. Alors l'équipe d'Infolibre est allée couvrir les manifestations cette semaine à Paris des salariés de Pinot. Je vous donne évidemment le lien, vous pouvez aller voir ce reportage. On continue, on va parler de Maury Ducros qui est en faillite et qui pourrait perdre plus de 2000 emplois. C'est la plus grosse faillite enregistrée depuis le début du quinquennat de François Hollande et l'une des plus importantes qu'ait jamais connue la France. Le numéro 2 tricolore du transport de messagerie, Maury Ducros, qui emploie 5200 personnes dans l'Hexagone, a annoncé lors d'un comité d'entreprise extraordinaire le 22 novembre sa demande de mise en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Pontoise et la nomination d'un administrateur provisoire. Les syndicats de l'entreprise se montrent très pessimistes. Je cite, « On craint entre 2000 et 3000 suppressions d'emplois ». C'est ce qu'a indiqué Fabien Tossolini, secrétaire national de la Fédération des transports de la CFDT. Selon les syndicats, Maury Ducros ferait travailler, outre ses 5200 salariés, quelques 2000 personnes en sous-traitance. Voilà. On continue et l'Union européenne qui accorde le droit à la France de verser 150 millions d'euros pour la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors là, les manifestations continuent là-bas. D'ailleurs, ce serait bien qu'on aille se renseigner un peu sur ce qui se passe et sur l'état d'avancement de ce projet. Alors, 150 millions d'euros, tel est le montant de la subvention que l'État a l'intention de verser à l'aéroport du Grand Ouest, la filiale de Vinci, pour la construction du contesté aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'accord d'une telle subvention a été validé le 20 novembre par Bruxelles après que les autorités françaises lui aient notifié ce montant en juillet dernier. On continue, je vous parlais il y a peu du groupe France Télévisions qui était dans le rouge et qui comptait mettre des salariés à la porte. Eh bien, on apprend aujourd'hui que l'État va dégeler 31 millions d'euros pour son groupe France Télévisions. Alors, 31 millions d'euros qui étaient prévus au budget de France Télévisions pour 2013, mais qui étaient gelés depuis le début de l'année. Alors, en plus d'un gel classique de 15 millions d'euros, France Télévisions avait subi une double peine avec un surgel de 16 millions. Le gouvernement a décidé de débloquer la totalité de cette somme dans le cadre du collectif budgétaire afin de ne pas asphyxier encore plus le groupe. France Télévisions reçoit 2,5 milliards d'euros de fonds publics par an, la quasi-totalité de cette somme provenant de la contribution à l'audiovisuel public. On parle maintenant du logiciel Louvois. Vous savez, c'est le logiciel de paix pour les militaires. Ça fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, on apprend maintenant que le logiciel Louvois va être purement et simplement abandonné. Le système de traitement des soldes militaires qui était rempli de bugs depuis 2 ans va être abandonné.
Alors une gabegie financière et des conséquences dramatiques pour de nombreuses familles des militaires. Avec 35 millions d'euros de moins perçus sur les paies des soldats, auxquels s'ajoutaient 117 millions à cause de dysfonctionnements de soldes antérieurs à sa mise en place, mais aussi 106 millions de trop perçus, Louvois a plongé de très nombreux militaires dans le chaos, depuis sa mise en place en 2011. En tout, ça fait 160 000 personnes qui seraient concernées par ces bugs, de près ou de loin, avec plus ou moins de gravité. C'est ce que confirme une source ministérielle. Alors au départ, il faut se rappeler que le logiciel Louvois a été développé et a été acheté pour une somme de 6 millions d'euros. Donc tout ça, directement à la poubelle. On parle de Bernanke maintenant, vous savez, le président de la Fed, qui va quitter ses fonctions en janvier prochain. Il va laisser la place à Janet Yellen. Voilà. Alors dans un discours d'adieu qui a eu lieu à Washington au National Economist Club, il a dit, je cite, « La reprise économique a encore du chemin à faire. Il faudra encore du temps avant que la politique monétaire retourne à un cours plus normal. Et enfin, on peut commencer à penser que l'équilibre entre l'efficacité des quantitative easing et le coût devient moins favorable au fur et à mesure que le bilan de la Fed s'alourdit. C'est bien de le voir au moment où tu t'en vas, mon ami. Hein. Enfin, tout le monde s'en est aperçu avant. Bon, on continue. Alors, on continue avec la flambée boursière aux États-Unis. Alors on se demande bien à quoi c'est dû cette flambée boursière. Certainement pas dû à l'économie américaine qui stagne plus qu'autre chose, même s'il y a eu des emplois, hein, des emplois qui sont apparus non pas parce que l'activité américaine grimpe, mais en grande partie à cause de l'Obamacare. Je vous en avais parlé il y a quelques temps dans un numéro. L'Obamacare qui oblige plus ou moins les entreprises à prendre des salariés à temps partiel pour ne pas payer cette fameuse taxe sur la sécurité sociale. Donc toutes les entreprises prennent des salariés à temps partiel et plus à temps complet. Donc c'est la paupérisation des gens aux États-Unis, ça c'est clair, pour ne pas payer l'Obamacare. L'Obamacare, d'ailleurs, je vous parlais du logiciel Louvois qui était rempli de bugs, mais enfin bon, l'Obamacare, les débuts de l'Obamacare, c'est une véritable catastrophe aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a des bugs dans toutes les applications web de l'Obamacare. Je suis ça de près en écoutant notamment les émissions d'Alex Jones. C'est presque risible. Alors, la flambée boursière aux États-Unis, elle se poursuit à la bourse de New York où les indices majeurs, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq, battent de record en record. L'indice phare a même franchi la barre symbolique des 16 000 points lundi dernier. Pour les experts, cette flambée des cours de la bourse, que certains n'hésitent plus à qualifier de bulle financière, est essentiellement due à la politique de stimulation monétaire de la Fed, ainsi qu'aux gains récents enregistrés par certains grands groupes. Alors, essentiellement dû à la politique de stimulation monétaire de la Fed. C'est en contradiction avec ce qu'a déclaré Bernanke juste avant. Je continue. Et si Ben Bernanke, l'architecte de cette politique stimulante du crédit, ne devrait pas tarder à quitter son poste du président du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale américaine, les acteurs des marchés financiers ne devraient pas réviser leur stratégie. Donc celle qui est appelée à lui succéder, comme je vous disais, c'est Janet Yellen, a indiqué la semaine dernière lors de son audition devant le Sénat américain que son intention était de continuer à soutenir le marché et l'économie américaine dans la lignée de la politique de son prédécesseur. Donc Bernanke qui quitte son poste en disant ça marche de moins en moins, mon système fonctionne de moins en moins, mais bon, Janet Yellen, elle arrive et elle dit qu'elle va continuer dans la même lignée. Comprenne qui pourra. On continue, on va parler du Bitcoin. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie électronique complètement virtuelle qui a été mise en ligne par des informaticiens, un petit peu des pirates, on va dire, informatiques. Eh bien, le cours de la monnaie électronique Bitcoin est passé de moins de 200 $ à plus de 500 $ en 2 semaines à la bourse. Cette devise virtuelle tracée à travers la signature électronique de ses détenteurs circule sur un réseau peer-to-peer, donc ça veut dire de particulier à particulier, en dehors de toute autorité, telle une banque centrale. Après son lancement en 2009 par un mystérieux groupe d'informaticiens, elle est d'abord restée confinée au monde des hackers. Les trafiquants ont ensuite découvert le premier des avantages du Bitcoin, comme le cash, et il est anonyme bien sûr. On termine cette rubrique économie en parlant du Venezuela, parce qu'on a appris que le Venezuela va vendre 45 tonnes de son or à Goldman Sachs. Incroyable quand même. Alors, le Venezuela, très endetté, a conclu avec Goldman Sachs un accord selon lequel la banque centrale de ce pays sud-américain fournira à la banque américaine 1,45 million d'onces d'or, soit environ 45 tonnes, d'ici octobre 2020 en échange d'espèces. Cet or pourrait être vendu rapidement
sur le marché. Donc ça va faire baisser le prix de l'or d'un côté, mais je ne comprends pas trop la stratégie du Venezuela, même si j'imagine ils sont pris à la gorge. On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va parler d'un sujet complotiste, on va parler des chemtrails. Puisque déjà avant de commencer, la semaine dernière, plusieurs filaments blancs sont tombés du ciel dans la Drôme et l'Ardèche principalement. Alors peut-être que ça n'a aucun rapport avec les chemtrails, hein, ça se peut. En tout cas, il y a eu une question à l'Assemblée nationale française sur les chemtrails. Alors c'est Monsieur Joël Giraud qui est radical, républicain, démocrate et progressiste des Hautes-Alpes. Et donc il a posé une question, il attire l'attention de Monsieur le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les phénomènes des chemtrails et de la géo-ingénierie. Entre parenthèses, avant de continuer, il y avait déjà eu un rapport de l'Union européenne à propos de la géo-ingénierie et qui incitait l'abandon complet de la géo-ingénierie. Je continue. Un certain nombre d'articles sont parus dans des revues scientifiques spécialisées ayant trait aux mystérieuses traînées dans le ciel, plus connues sous le nom de chemtrails. Plus récemment, la conférence du collectif Skyguard, qui s'est tenue à Bruxelles le 9 avril 2013, a rendu ses conclusions et a présenté au Parlement européen une pétition afin de faire cesser les épandages aériens clandestins dans le ciel. La géo-ingénierie, qui comprend les interventions délibérées à large échelle visant à modifier le climat pour limiter le réchauffement climatique, a des effets dévastateurs. Des milliers de témoins peuvent dénoncer des traînées d'avions dans le ciel qui se développent d'un horizon à l'autre, s'élargissent et fusionnent jusqu'à couvrir le ciel d'un nuage artificiel. En effet, officiellement, ces traînées sont considérées comme des traces de condensation laissées par des avions, mais les scientifiques qui ont étudié la question mettent en avant le fait que les traces de condensation sont identifiables à des altitudes élevées de l'ordre de 10 000 mètres et que celles-ci se résorbent rapidement, alors que les chemtrails apparaissent à des altitudes plus basses, entre 2000 et 5000 mètres, et s'estompent très lentement. Certains émettent l'hypothèse qu'il s'agit là d'épandage de produits chimiques provoquant d'ailleurs des maladies respiratoires chez les populations survolées et que les appareils concernés sont des avions militaires sans aucune identification possible, écartant ainsi la piste des appareils civils qui ne seraient donc pas concernés par ces traces. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des études ont été diligentées par le gouvernement afin d'apporter des réponses précises aux questions légitimement posées. Voilà, donc on va bien évidemment suivre la réponse de très près. On va voir un petit peu ce que va raconter le ministre de l'écologie et du développement durable. On continue, on va parler de la consommation des sodas maintenant, qui apparemment ne sont pas du tout bonnes pour notre santé. Alors, le Coca-Cola et toutes les boissons gazeuses sucrées de la même famille ne sont pas les meilleures pour la santé. Selon une récente étude menée par l'université Makerere à Sydney, elle pourrait même modifier profondément le cerveau. Une étude a montré que consommer une boisson sucrée sur le long terme mène à l'hyperactivité et à l'altération de centaines de protéines présentes dans le cerveau. Des modifications cérébrales identiques ont été constatées chez les malades du cancer ou chez les gens souffrant d'Alzheimer. La recherche a été menée sur des rats, mais selon les scientifiques australiens, elle indique sans aucun doute que la consommation de ces boissons a des conséquences sur notre santé physique et mentale. Je cite. Ces boissons représentent une proportion importante de l'apport calorique quotidien de beaucoup d'adultes, ça alarme les scientifiques, mais elles provoquent des changements durables du comportement et un changement profond de la chimie du cerveau. Si vous avez soif, buvez de l'eau. Alors si cette dernière étude se concentrait sur le cerveau, on sait déjà que les boissons gazeuses jouent un rôle dans les crises cardiaques, le diabète, la prise de poids, la fragilité des os, le cancer du pancréas et de la prostate, et de la faiblesse musculaire, et on en passe. Voilà, alors à bon entendeur. On continue et on va parler de la crise climatique maintenant, puisque selon une étude, 90 entreprises dans le monde provoquent les 2/3 des émissions de gaz qui provoquent le soi-disant réchauffement climatique. La crise climatique du XXIe siècle a été provoquée en grande partie par juste 90 entreprises, ceux qui ont produit près des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre générées depuis l'aube de l'ère industrielle. Ça, c'est selon une recherche dont la moitié de ces gaz ont été émis lors de ces 25 dernières années. Alors, je vous donne 20 de ces entreprises. La première, c'est Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco, BP, Gazprom, Royal Dutch Shell, National Iranian Oil Company, Pemex, ConocoPhillips,
Petroleos, Coal India, Peabody, Total, PetroChina, je continue, Kuwait Petroleum, Abu Dhabi, Sanotrac, Consol Energy, BHP, Billiton et Anglo. Voilà, ça c'est les 20 apparemment entreprises les plus pollueurs. Donc écoutez, là-dedans on trouve bien évidemment toujours un peu les mêmes noms, hein, toujours les entreprises, les multinationales de pétrole, hein, Chevron, Exxon, Total, Saudi Aramco, BP, enfin Gazprom, etc. Pas de mystère et pas de surprise non plus là-dedans. On continue et on va parler de l'accord de libre-échange transatlantique qui touche la sécurité alimentaire. Alors que les négociations sur le futur accord de libre-échange entre la Commission européenne, les États-Unis et le Canada ont démarré cet été, des voix se lèvent pour contester ce partenariat qui, négocié dans la plus grande opacité, menace les normes protégeant l'environnement, l'alimentation et la santé des citoyens européens au profit des multinationales. Alors, en matière de sécurité alimentaire et sanitaire, les multinationales américaines et canadiennes pourront exporter dans l'Union européenne des viandes hormonées ou chlorées, des OGM ou encore des produits comportant des pesticides dont l'utilisation est actuellement interdite. Ça, je vous l'avais déjà dit plusieurs fois dans d'anciennes vidéos. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui m'était tombé dessus à l'époque quand j'avais dit que le partenariat transatlantique favoriserait l'import de viande hormonée des États-Unis. Le nombre de gens qui me sont tombés dessus en me disant que c'était la théorie du complot. Voilà le résultat. Je continue. En matière environnementale, c'est notamment l'interdiction de la fracturation hydraulique qui ne pourra pas résister longtemps aux entreprises du secteur énergétique qui exploitent déjà massivement ces ressources outre-Atlantique, avec les conséquences environnementales et sanitaires que nous connaissons. On continue, et d'ailleurs c'est le dernier sujet de cette vidéo, je vais vous parler de Monsanto en Argentine. Alors l'article est assez long, mais bon, je vais quand même vous en lire une petite partie parce que c'est vraiment, c'est incroyable. Monsanto en Argentine, un bilan accablant. La biotechnologie américaine a hissé l'Argentine au 3e rang des plus importants producteurs de soja. Mais les produits chimiques à l'origine de ce boom ne seront pas circonscrits aux seuls champs de soja, de coton et de blé. L'Associated Press a révélé des dizaines de cas où ces poisons sont utilisés de manière contraire à toutes les réglementations existantes. Et les médecins avertissent maintenant que l'usage incontrôlé de pesticides pourrait être la cause de plus en plus de problèmes de santé parmi les 12 millions d'habitants de la plus vaste zone agricole du pays. Dans la province de Santa Fe, cœur de l'industrie du soja, le nombre moyen de cancers est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans le Chaco, la province la plus pauvre du pays, les enfants ont 4 fois plus de risques de naître avec de graves troubles congénitaux depuis ces 10 dernières années, marquées par l'expansion dramatique d'une industrie agricole liée aux biotechnologies. Connue autrefois pour sa viande de bœuf issue de ces vastes prairies, l'Argentine a subi une remarquable mutation depuis 1996 quand la compagnie Monsanto, domiciliée à Saint-Louis aux États-Unis, vendit la promesse de meilleurs rendements avec moins de pesticides grâce à ses semences et ses produits chimiques. Aujourd'hui, tout le soja argentin, mais aussi la plus grande partie de son blé et aussi de son coton, sont issus de semences génétiquement modifiées. La culture de soja a triplé pour atteindre 47 millions d'acres, environ 19 millions d'hectares. Et comme aux États-Unis, le bétail est maintenant nourri de soja et de céréales dans des parcs d'engraissage. Mais lorsque les insectes et les mauvaises herbes devinrent à leur tour résistants, les agriculteurs multiplièrent par 9 la charge en produits chimiques, passant de 9 millions de gallons, environ 40 millions de litres en 1990, à 378 millions de litres aujourd'hui. Et surtout, les agriculteurs argentins épandent aujourd'hui 4,3 livres de concentré de pesticides par acre, soit environ 5 kg à l'hectare, 2 fois plus que les agriculteurs américains. Une étude épidémiologique portant sur 65 000 personnes à Santa Fe, conduite par le docteur Damian Vezenasi de l'Université nationale de Rosario, a révélé un taux de cancer de 2 à 4 fois plus élevé que la moyenne nationale, ainsi que des problèmes thyroïdiens, respiratoires et autres affections rarement observées autrefois. Voilà pour l'Argentine, voilà pour le résultat, voilà pour le Monsanto. Et n'oubliez pas, hein, le traité transatlantique, bien sûr, hein, les Américains vont nous envoyer toutes ces saloperies, bien sûr, pour nous. On va en profiter, vous inquiétez pas pour nous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.
Allez voir bien évidemment toutes les vidéos qui ont été mises en ligne cette semaine par l'agence Infolibre. Il y en a pas mal, dont le reportage dont je vous parlais sur les salariés de la Redoute, dont l'interview de Karen Hughes, très importante à écouter. Chacun peut se faire son idée là-dessus. Qu'est-ce qui vous attend la semaine prochaine sur l'agence Infolibre? Regardez. Et il y a autre chose. Et pour vous le décrire, je vais me baser sur les travaux de deux historiens, François Furet et Augustin Cochin. Augustin Cochin nous dit ceci. À partir des années 50 du XVIIIe siècle, ont émergé des nouveaux circuits de sociabilité. Ces circuits de sociabilité, qui étaient des véritables fabriques d'opinion, étaient les sociétés de pensée. Donc sociétés de pensée, c'était les loges maçonniques, les académies, les sociétés littéraires, etc. Donc tout ce monde des sociétés de pensée, des décennies durant, ont fomenté une nouvelle, je cite, légitimité politique et culturelle. Et pendant ce temps-là, les institutions de l'Ancien Régime dépérissaient complètement et plus personne n'y croyait. Et François Furet nous dit que dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, les institutions de l'Ancien Régime étaient un théâtre d'ombre. Aujourd'hui, nous vivons un phénomène extrêmement similaire. Les Français ne croient plus, ou en tout cas de moins en moins, aux institutions traditionnelles, aux hommes politiques, aux journalistes, etc. Et parallèlement, sur Internet joue le rôle des sociétés de pensée en fait, sur Internet se fabrique une nouvelle opinion publique, se fabrique une nouvelle légitimité politique et culturelle. Et d'ailleurs, on voit le système en train de paniquer complètement. Pensez donc à la fameuse répression médiatique, ou à la contre-offensive médiatique sur la fameuse quenelle. On ne parle que de ça aujourd'hui, ce qui est complètement irrationnel, d'un certain point de vue. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est absolument inoffensif, la quenelle, pour le système. Mais pourquoi le système panique sur cette question? Parce qu'il a compris qu'une nouvelle opinion publique était née, et qu'il n'avait pas de prise sur ces opinions publiques, que ces moyens traditionnels de contrôle social ne fonctionnaient pas. Le système a compris qu'il avait perdu prise. Il a compris que quelque chose est né qui lui échappe. C'est exactement ce qui s'est passé avec la nouvelle légitimité politique et culturelle au XVIIIe siècle. Les institutions traditionnelles de l'époque ont été absolument incapables, enfin les institutions de l'époque déjà ont paniqué et ont été incapables de museler cette nouvelle opinion publique. Alors, la nouvelle opinion publique d'aujourd'hui qui est en train de naître sur Internet n'est pas consolidée, j'ai envie de dire. Elle va de riposte laïque à Dieudonné, si vous voulez. Donc c'est très large. Ce que chacun d'entre vous, globalement, tous les gens de bonne volonté doivent faire, c'est de peser autant que se peut sur cette nouvelle légitimité politique et culturelle qui est en train de naître et qui n'en est qu'à ses débuts, qui grandit de façon exponentielle d'année en année, de peser un maximum dessus pour imprégner sur cette nouvelle opinion publique des idées antimondialistes, hostiles à l'anti-France, dissidentes, nationales, on appelle ça comme on veut. Alors un autre aspect, on pourrait dire, oui, mais c'est... Alors ça, c'est le problème que j'ai avec la gauche. La gauche va dire, ouais, mais c'est la lutte contre... c'est édité par contre-culture, donc c'est lié à égalité et réconciliation, donc à Soral, etc., la lutte contre le fascisme, etc. Et à ça, je répondrai plusieurs choses. Premièrement, on ne lutte pas par le fascisme par des méthodes fascistoïdes. J'ai pas envie de crier au fascisme parce que les gens crient tout le temps au fascisme. Enfin, brûler des livres, c'est quand même pas... je sais pas, si c'était d'autres livres qu'on brûlait, on dirait que ça nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et donc, moi, je ne trouve pas ça des méthodes appropriées. En plus, évidemment, comme j'ai dit, c'est contre-productif, parce que ça ne fait qu'attirer l'attention sur des livres que peu de gens lisent de toute façon. Et alors, si on me dit que c'est une façon d'atteindre l'égalité et la réconciliation au portefeuille, alors je dirais, soyons honnêtes, faisons un procès en bonne et due forme, condamnant égalité et réconciliation, la dissoudre, comme on a dissous la Ligue communiste révolutionnaire dans le temps, ou condamnant les amendes, mais qu'on le fasse en bonne et due forme. Je ne suis pas pour, mais je dis au moins qu'on le fasse à la loyale, pas par la bande, en s'attaquant à des livres, etc. Et il faudrait au moins alors qu'on compare les arguments, qu'on ait un procès public sur cette question-là. Et donc, je trouve ces méthodes sont absolument scandaleuses, qui en plus la gauche, souvent même la gauche pro-palestinienne, ou qui veut une autre politique au Moyen-Orient, ne comprend pas les effets politiques que n'importe quel homme politique va comprendre, touche pas au lobby pro-israélien, parce qu'ils sont tout puissants, et qu'ils viennent de le démontrer en arrivant à forcer la justice à une décision parfaitement arbitraire. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi la justice a fait ça, mais ça c'est autre chose. Voilà, je vous remercie tous pour votre soutien.
Évidemment, l'agence Info Libre est en train de se structurer, ça prend un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, on va bientôt être à un rendement bien supérieur à ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, restez bien informés, restez bien connectés. Merci de supporter l'agence Info Libre. N'oubliez pas www.agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas la page Facebook Agence Info Libre. N'oubliez pas la page YouTube. C'est info dont on parle peu, mais Agence Info Libre aussi. Le tweet Agence Info Libre. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour nous suivre. Je vous remercie encore. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.